Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est nombreux, comme vous pouvez le voir. Il y avait 2 personnes sur le flyer, mais en réalité, la petite surprise, c'est qu'on vous a ramené des guests supplémentaires. On va faire un petit tour de table, peut-être, pour se présenter tous les uns après les autres. Déjà, les personnes qui étaient sur le flyer, Eugénie, peut-être tu peux nous dire un petit peu aujourd'hui, salut, ce que tu fais et ce que c'est Myria. Yes, et bonjour tout le monde. Ravie d'échanger avec vous aujourd'hui, d'échanger avec Rémi, Alix et Teddy de mon équipe. Donc moi, je suis la dirigeante de Myria Éducation. On est un groupe d'écoles en ligne et notre activité principale s'appelle Objectif CRPE. Si vous avez dans votre entourage des gens qui sont professeurs des écoles au primaire, peut-être que vous avez entendu parler de ce concours que donc tout le monde doit passer, un concours de la fonction publique qu'on doit passer pour devenir prof dans les petites classes, instit. Et du coup, donc, on prépare à distance essentiellement des adultes en reconversion et aussi des étudiants à ce concours. Et voilà, la vocation de Myria Éducation, c'est de continuer à se développer sur d'autres formations en ligne, pour d'autres métiers, d'autres projets de reconversion. Et qui dit en ligne dit une grosse dimension tech. Toutes nos plateformes sont en interne et on essaye d'allier innovation audiovisuelle, pédagogique. Et ça, c'est grâce à Teddy qui est là aussi, qui est donc le CTO nouvellement arrivé de Myria. Voilà, donc ravi de partager mon expérience. J'espère que ça sera utile. Trop bien. Est-ce qu'on a un truc à ajouter sur toi, Teddy? Tu les as rejoints quand, du coup, en tant que CTO? C'est tout récent, c'est 2 mois, ça doit faire 2 mois, puis presque jour pour jour. Et donc ouais, moi, mon activité principale c'est de travailler sur les plateformes et de les améliorer petit à petit, et essayer d'innover aussi, ce qu'on est en train de faire en ce moment même. Trop bien, une belle tech, du coup on va avoir plaisir à vous suivre et voir ce que vous allez lancer ces prochains mois. Et du coup aujourd'hui on a aussi la team de Zenior. Alix, qu'est-ce qu'il faut savoir sur toi et sur Zenior? Déjà bonjour à tous, je suis ravie d'être là aussi. Zenior, c'est une solution pour les vieux, donc là on est dans un autre monde. Nous on a eu envie avec mes 2 cofondateurs, en fait on a vécu le moment que certains d'entre vous ont certainement vécu, de trouver une solution de prise en charge pour un proche âgé qui perd en autonomie. Et c'est pas une surprise, mais c'est un vrai parcours du combattant encore aujourd'hui. Il y a une vraie crise de confiance et c'est galère pour tout le monde. Et donc, on a eu envie de penser une solution, justement, qui permette à chacun de trouver, financer, mettre en place facilement une solution de prise en charge pour un proche âgé. Et donc, tout ça, quand on dit facilement, ça sous-entend comment est-ce qu'on fluidifie ce parcours et comment est-ce qu'on innove réellement grâce à la tech dans un parcours qui est encore très poussiéreux, très artisanal, où on adore imprimer du papier et remplir avec un crayon. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé Zenior et qu'on a recruté Rémi, notre star, qui innove tous les jours pour rendre ce service possible. Yes, Rémi, ça fait trop plaisir. Ça fait plus d'1 an qu'on se connaît. T'as rejoint la communauté quand t'étais, je crois, encore chez Alan, ou ensuite t'es passé chez Timeleft. Enfin bref, t'as eu un parcours assez incroyable et on est trop content effectivement aussi que t'aies pu connecter avec la founding team de Zenior et devenir founding engineer. Exactement. Il y a une petite anecdote là-dessus que tu veux partager ou... Non, clairement, ça a été assez fou le match avec Alix et toute l'équipe, avec Zenior, parce que toute mon expérience professionnelle, globalement, s'alignait sur tous les besoins de Zenior. Donc, c'était vraiment un match parfait, grâce à toi d'ailleurs. Mais ça a été vraiment un match parfait de tomber sur Zenior. Et on salue Rodolphe et toute la team aussi de Zenior qu'on kiffe bien. Écoute, trop cool. Je vois qu'il y a de plus en plus de fondeurs là dans le chat qui nous disent, des CTO ici, donc trop cool. Effectivement, aujourd'hui, le sujet se prête bien à tous les fondateurs, mais aussi en vrai, les managers tech, product qui sont dans early stage et qui ont des sujets de construire leur équipe et qui veulent lancer leur boîte de la meilleure manière possible. Ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, du coup, c'est vraiment un échange de plein d'idées. On va partir quand même du contexte du marché de l'emploi aujourd'hui, surtout en early stage. Je vous partage un petit peu d'infos. Ensuite, on va parler du timing, des priorités pour recruter,
de la posture de fondeur qui est hyper importante pour pitcher un projet. Toutes les best practices que Alix, Jenny et nos recrutés de la founding team côté tech peuvent vous partager, vous recommander. Et puis comment ensuite, effectivement, post-recrutement, aller chercher de l'impact, mesurer effectivement des fois des créations de valeur qui sont difficilement tangibles ou voilà, quels KPIs, comment suivre en fait des projets comme ça pour aller vers le product market fit ou scaler. Donc, c'est un peu ça le programme aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît et que vous êtes tous partants. On va le faire en mode grosse discussion. On va se couper la parole. Excusez-nous d'avance et on va essayer de donner un maximum de valeur là-dessus. Pour situer, du coup, on va dézoomer un tout petit peu. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me couper la parole et à réagir un petit peu sur ce que je partage. Si vous êtes d'accord, pas d'accord, peu importe, on peut se contredire. Mais déjà, le contexte actuel pour les boîtes early stage, il faut comprendre que globalement, on a eu une petite bulle sur le monde de l'investissement ces dernières années. On a eu un pic en 2022 où c'était vraiment incroyable. Et puis ensuite, il y a eu clairement une correction. On est sur 2025 à des baisses encore de moins 35% sur le S1, sur les levées. Donc, les boîtes sont vachement incitées à être plus orientées rentabilité, en réalité. Ça change quand même pas mal les objectifs, la trajectoire de product market fit et de rentabilité pour les startups. Néanmoins, si on zoome un petit peu, on se rend compte que l'early stage, le seed, série A reste quand même assez dynamique et c'est plus sur sur l'amorçage, ça va, mais c'est sur du série B, C, D que c'est encore plus compliqué aujourd'hui. Donc, on est dans un changement de paradigme, clairement, par rapport aux années, entre guillemets, bulles de 2021-2022. On voit aussi en ce moment que en fait, la trend pousse vachement à recruter à la tech des profils seniors. Il y a moins d'opportunités pour les juniors, il y a moins d'opportunités pour les confirmés. Il y a aussi moins de profils middle manager. On est vraiment sur une vision startup avec des profils très IC qui mettent les mains dans le cambouis et qui apportent leur expertise avec beaucoup, beaucoup de leviers. Je ne sais pas si vous l'observez aussi. Je suis preneur de vos retours là-dessus. Est-ce que c'est des choses que vous aviez observées de votre côté? C'est sûr que moi, en tant que... Enfin, Teddy étant le premier de l'équipe tech, pour reprendre l'équipe tech, je reviendrai sur le contexte qui était un peu particulier, mais bon, pour faire simple, oui, j'avais vraiment cette tension de... n'étant pas moi-même dev, je veux quelqu'un d'un certain niveau qui comprendra à terme toutes les dimensions de la stratégie de l'entreprise, du produit, de notre culture. Et en même temps, qui sera le seul ou qui aura peut-être une personne, 2 personnes à horizon 6 mois, 1 an. Mais donc, qui mettent vraiment les mains dedans, les mains dans le cambouis, qui aillent à la rencontre du métier. Enfin, vraiment, cette espèce de mouton à 5 pattes terrible qu'on cherche toujours dans les petites boîtes. Et j'avoue, j'y croyais pas trop au début. Donc je suis très contente que vous m'ayez présenté Teddy parce que voilà, quelqu'un qui et puis comprend l'intérêt de rester très très proche du terrain pour nourrir ensuite des réflexions plus globales et une forme d'innovation. Enfin, je pense qu'il en parlera mieux que moi et Rémi peut-être aussi, mais de mon point de vue non-tech, moi, je vois la vertu de ça, mais je peux comprendre que certaines personnes aient envie, à un moment donné de leur carrière, de se spécialiser et d'adopter un parti pris. Toi, Teddy, tu sens ça sur le marché aujourd'hui par rapport à t'es clairement dans cette vibe-là de profil très senior, mais qui a quand même les mains dans le cambouis. Tu peux nous dire un peu ta vision là-dessus? Ouais, c'est sûr que moi j'avais un peu le profil idéal, je pense, pour rejoindre Myria il y a 2 mois et en ce moment en fait. Et après, ouais, je le vois. Moi, j'ai eu beaucoup dans les expériences précédentes. J'ai toujours mis à cœur d'avoir des alternants avec moi, beaucoup. Donc, je suis assez proche des personnes qui débutent dans le métier. Et c'est vrai qu'on voit qu'il y a un gros trou d'air depuis 1 an, 2 ans. Et c'est beaucoup plus compliqué pour eux, mais en fait, ils peuvent quand même y arriver. Il faut juste qu'ils prouvent le plus possible qu'ils sont le moins junior possible. Donc ça passe notamment par soit de la contribution open source ou des projets perso qu'ils développent. C'est ce que je leur conseille à chaque fois. Toi aussi, Rémi, tu regardes un peu ça. Qu'est-ce que tu conseilles à des gens qui sont 6 ans derrière toi ou 8 ans derrière toi en termes de seniorité pour survivre à ce marché?
Aujourd'hui, c'est compliqué, malheureusement. C'est clair que c'est compliqué, même nous, on le ressent, ou sur nos premiers recrutements, de partir sur des profils trop juniors. Quand tu es early comme ça, en fait, on a besoin de profils qui arrivent à apporter de l'impact très rapidement. Et surtout, il y a de l'autre côté, j'ai pas envie de prendre un junior à qui je pourrais pas apporter assez de valeur parce que j'ai pas assez de temps à lui accorder, ou l'équipe, d'une manière générale, n'a pas assez de temps. Donc ouais, c'est assez compliqué. Je pense que ce qui est important le point important sur lequel rester focus, et c'est quelque chose qu'en tant qu'ingénieur, tu apprends, j'espère, assez rapidement dans ta carrière, c'est d'être focus sur l'impact, en fait. C'est bien d'être tech, mais la tech, c'est très important, mais la tech est un outil et est là pour créer de l'impact, créer de la valeur. Malgré tout, dans la majorité, on n'est pas des boîtes associatives, on est là pour créer de la valeur. Ouais, c'est clair. Et ça, au plus tôt tu y arrives, au plus tôt tu arrives à comprendre ça, je pense. Au plus tôt, quand tu te présentes en entretien, malgré ton profil junior potentiel, tu as déjà un discours qui peut être un peu plus senior et qui est plus ciblé sur l'impact. Carrément. Et d'ailleurs, en parlant d'impact, il y a une autre grosse tendance que moi j'appelle un peu le mythe des startups IA. Je suis très très chaud d'avoir votre retour. Alix notamment, tu as levé, tu es dans un business aujourd'hui, on va dire, qui répond à la dynamique du SaaS. Et on voit clairement que les invests, enfin moi je parle avec des founders qui me disent ça nous met une pression de dingue, que tout le monde parle de Lovable sur LinkedIn, qui fait le 0 à 100 millions en quelques mois. Et donc, ça pose pour certains apparemment une espèce de nouveau benchmark que les VC, les investisseurs exigent désormais de toutes les boîtes, même entre guillemets SaaS traditionnelles. Et donc, on parle d'impact et de revenus, etc. Tout le monde ne peut pas sortir des trajectoires de startup AI comme Lovable ou Mercor sur ce graphe. Et on a un peu l'impression que c'est pourtant ce que les investisseurs et le marché demandent. C'est aussi ton sentiment, Alix, ou tu es plus réservé là-dessus? Comment est-ce que tu observes un peu cette tendance-là? Ouais, pour moi, il y a vraiment deux tendances, et nous, on s'est inscrite dans une autre, parce que finalement, tu as le côté IA où on attend un 0 à 100 et en fait, les investisseurs vont acheter l'équipe, l'idée, et enfin parier dessus, et il va pas y avoir de revenus, mais d'un coup, tu peux avoir une trajectoire monstrueuse, comme tu peux te planter aussi, mais voilà, ils achètent aussi ce risque-là. Nous, on était plus dans quelque chose où concrètement, Rémi a beaucoup parlé d'impact, on savait comment est-ce qu'on allait générer les premiers revenus assez rapidement, sans pour autant faire du 0 à 100. Mais voilà, c'était peut-être un peu plus artisanal que du pure AI-empowered company. Mais pour autant, on était quand même avec... donc on avait un peu effectivement, pendant la levée de fonds, c'était un peu on était entre deux choses, l'impact et le côté tech. Mais on est plus allé sur de l'impact avec un peu de tech que du pure tech, je dirais. Ouais, top. Ouais, effectivement, faut trouver son positionnement, son play. Exactement. Et nous, ce qui un peu rationalise un peu ça, je trouve, c'est on voit sur des centaines de jobs qui s'ouvrent chaque mois, et j'ai comparé 2024 à 2025, clairement les boîtes, quel que soit le play qu'elles jouent, elles veulent aller chercher vraiment ces profils seniors experts, et on le voit dans le nombre de jobs qui s'ouvrent. Je vous ai mis un peu la proportion de jobs. On n'a jamais été énormément sollicité pour des profils juniors, parce qu'en général, on les trouve facilement sur le marché. En revanche, confirmé, c'était 44% en 2024, c'est descendu à 31%, et les experts, c'est vraiment passé à 67% des jobs ouverts. Et pour le coup, les boîtes sont prêtes à mettre plus d'equity en early ou des salaires plus gros pour aller chercher moins de personnes qui ont beaucoup, beaucoup de leviers. C'est vraiment une observation qu'on fait aujourd'hui chez TPC. Donc, si je dois un peu résumer ça, et dites-moi si vous avez des avis contraires. Aujourd'hui, la Semtech, c'est qu'il y a une baisse des levées, un peu un grand mythe de la startup qui redéfinit c'est quoi la performance économique des boîtes. Une vraie ruée sur les profils expérimentés, mais qui combine ça avec une expertise sectorielle. Typiquement, je pense que le fait que, par exemple, tu connaissais bien la dynamique de la santé et des mutuelles, Rémi, sur des applications qui ne sont pas exactement les mêmes sur exactement le même secteur, mais il y a quand même des réflexes, des flows et un persona qui peuvent se matcher en termes de dynamique avec ce que fait Senior. Ça apporte énormément de valeur.
Et puis voilà, la baisse des rôles juniors confirmés. Donc aujourd'hui, beaucoup de sites verticalisés recrutent des founding age, des first product. On va en parler justement. Et votre expertise sectorielle, elle est hyper importante. Et moi, je recommande toujours aux founders d'aller chercher quand même, si possible, des personnes qui ont cette expertise sectorielle en early, parce qu'on gagne du temps, en fait. On s'achète du temps en faisant ça, soit la connaissance secteur, soit le persona vraiment que vous visez en tant que client. Et puis évidemment, cet esprit builder à cœur que vous avez tous les deux, je sais, Rémi et Teddy. Ouais, si je peux rajouter juste un point. Vas-y, je t'en prie. Moi, c'est vrai que je trouve quand même que le côté sectoriel, si je prends mon exemple, oui, l'expérience Alan est intéressante, mais en même temps, je trouve ça vachement intéressant en fait, quand tu as un bon profil, je trouve que le sectoriel, de mon point de vue très personnel, a moins d'impact parce que ça crée aussi une émulsion de réussir à amener de l'intelligence d'autres domaines. Au final, moi, par exemple, la boîte, quand j'étais aux États-Unis, la boîte dans le tourisme où j'étais, il y a beaucoup de trucs qui intersectent avec ce que je fais aujourd'hui chez Senior. Et du coup, j'arrive à apporter une intelligence un peu différente qui s'accumule avec l'expérience du domaine précis de la santé et là, du coup, du senior. Et je trouve ça vachement intéressant, en vrai, d'être capable quand même de garder cette porte ouverte. Il faut que les personnes aient un esprit, le bon état d'esprit pour apporter cette valeur-là. Mais je trouve qu'il ne faut pas non plus bloquer trop sur le sectoriel parce qu'au contraire, ça peut apporter quand même beaucoup de valeur d'avoir des gens de l'extérieur et pas vivre dans une bulle globalement. Attention au biais, vas-y, Eugénie. Ouais, je suis aussi complètement dans cette team-là. Après, je pense que ça dépend des secteurs, évidemment, du degré de technicité, du degré réglementaire, j'imagine. Mais en tout cas, dans le secteur de la formation, pour moi, c'était important de m'assurer, et c'est vrai d'ailleurs pour tous les métiers en réalité, les métiers que je pourrais qualifier de non-cœur, comme la tech, le marketing, etc., qui est une appétence, parce que dans la formation, si on veut faire les choses bien avec un grand degré de qualité, il y a quand même une vision du monde, une vraie attention aux apprenants qui, de toute façon, pour moi, dans tous les bons produits tech, doit être là. Mais en plus, cette mentalité-là qui est très forte dans les équipes tech, l'est aussi dans les équipes métiers. C'est vraiment pour faire une bonne formation, il faut être dans une recherche de feedback permanente, il faut être très en veille sur les nouvelles manières d'apprendre. Et donc, à la fois une vraie appétence, une vraie envie de s'y intéresser. Et moi, j'aurais trouvé vraiment dommage d'avoir quelqu'un qui me dit, bon, en fait, je viens chez toi, c'est cool, on va innover, mais que ce soit toi ou des pots de yaourt, finalement, ça revient au même. J'aurais trouvé ça un peu dommage là, que Teddy me dise j'espère être dans le même bureau que l'équipe, j'espère pouvoir aller leur parler directement quand j'ai besoin de clarifier une user story. Certes, on va avoir une organisation d'équipe pour que ce soit fluide et que tout le monde ne vienne pas le solliciter toutes les 3 minutes pour ajouter un bouton quelque part, mais qu'il y ait quand même cette fluidité pour qu'ils comprennent et s'intéressent aux apprenants et au process métier. Donc ça, moi, je trouve ça hyper important d'avoir cette curiosité-là, mais effectivement, sans forcément être un expert, parce qu'en fait, surtout maintenant que ça bouge énormément niveau tech et innovation dans la formation. Tu parlais de l'IA, la formation, forcément, c'est un des secteurs qui va être le plus chamboulé par ça, et donc c'est bien d'avoir des gens qui ont l'habitude de naviguer sur des sujets différents et de voir, pas être enfermé dans une seule vision. Je ne sais pas ce que tu en penses, Teddy, quelle est ton approche, toi je fais une petite passe D, mais ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur ta perception de notre métier et comment tu... qu'est-ce qui t'a donné envie aussi de venir chez nous alors que tu es intéressé sans être expert de la formation? Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit avant. C'est à part quelques métiers bien spécifiques comme j'imagine la finance, des choses comme ça. En tant que dev, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Si en plus on fait ce qu'on a envie de faire, c'est encore mieux. Et j'aime bien dire en fait que nous en tant que dev, peu importe ce qu'on fait, à la fin on se finit par écrire des ifs et des boucles de toute façon. C'est pas 100% vrai, mais on pourrait le voir comme ça. Et après, si on arrive à écrire ces ifs et ces boucles pour un secteur qui nous plaît, c'est encore mieux. Ne serait-ce que pour la motivation d'apporter des nouvelles idées, c'est quand même beaucoup plus simple si c'est un sujet qui nous intéresse ou sur lequel on sent qu'on a de
porter une certaine valeur. Mais oui, c'est sûr que c'est beaucoup mieux dans ce genre de cas-là, quoi. Ouais, carrément. Curiosité beats expertise, quoi. C'est ça, Tu peux vite exactement. remonter, ouais, carrément. Pour Ouais, trop cool. Vas-y, Teddy, pour moi, tu voulais rajouter quelque chose? ça va un peu ensemble en plus, tout ça. Et ça va de Carrément. pair à ce que tu disais tout à l'heure sur la seniorité, et ce que tu disais, Rémi, que je trouvais intéressant sur, même si tu es un peu plus junior, comment dans ton discours tu montres une certaine seniorité, un certain recul. Et je trouve que s'intéresser au métier, enfin moi, les candidats qui m'intéressaient le plus dans ce recrutement, c'était ceux qui posaient des questions sur le métier, montraient que dans leurs précédentes activités, ils savaient ce que vendait la boîte, en gros, et ce que faisaient les autres. Sans forcément être un expert, mais ça montre une forme de hauteur de vue que tu n'as pas besoin d'avoir tous les jours, parce qu'effectivement, comme tu t'es dit, il y a une réalité de ton métier, voilà, où il faut délivrer du code, mais ça dit quelque chose d'une certaine approche et d'une certaine seniorité sur le monde du travail ou d'un certain recul, de se dire, ok, au moins je suis capable d'expliquer ce que font mes collègues et d'expliquer en 2 mots ce que fait la boîte au global, quoi. Et Ouais, trouver le complètement. juste milieu entre la partie purement tech et la partie plus culture autour de ces expériences, si on en a eu, ou de celles qu'on imagine chez le recruteur. Et aussi, on demande beaucoup aux devs justement d'avoir un product sense, de s'intéresser au business, de comprendre le niveau d'impact que chaque production va avoir. Et tu peux pas l'avoir si tu n'as pas une curiosité fondamentale sur le secteur, sur tes users. Et donc, Ouais. top, c'est une bonne, une bonne mise en contexte pour attaquer vraiment nos sujets. Du coup, nous, on est The Product Crew, on aide les startups et les talents tech et product à maximiser leur impact. On bosse avec plein de boîtes pour faire ça, effectivement avec Zenior et Mireille notamment, mais voilà, ravi d'échanger si vous voulez trouver un prochain job ou vous êtes en recherche de profil, ravi d'en discuter, de vous filer des conseils, et c'est tout pour l'intro. On attaque du coup le sujet pour de vrai cette fois. C'était une longue intro, mais On c'était n'était pas cool déjà dedans. on était un peu déjà dedans, ouais, c'est ça. Je pense Tu qu'on avait disais que déjà tu bien voulais commencé qu'on à se croquer coupe la dessus. parole et que ce soit un échange. Bon, bah voilà, on a foncé direct Exactement, à la c'est partie parti. 4. Ouais, on est déjà bien avancé dedans, mais du coup, rebobinons un tout petit peu, et je voudrais bien t'entendre, Alix, sur la question du timing. Si vraiment on prend ces projets-là, bâtir une équipe chronologiquement, au démarrage, tu es là, tu es avec tes founders, tu commences à avoir des choses à build, et tu te dis, bon, bah, ok, on va pas pouvoir le faire tout seul, il nous faut du monde. Quelle est ton approche à toi en termes de timing, de priorité? Quand est-ce que tu te dis il faut recruter, et comment est-ce que tu priorises les rôles sur lesquels tu vas lancer tes premiers recrutements? Alors, je pense que déjà, un point important pour lire ma réponse, c'est que dans les fondateurs, il y a un product. Donc, qui n'est pas tech, qui ne sait pas coder, qui ne sait pas faire ce genre de choses, qui a un background commercial, bah, c'est Rodolphe, mais qui, pour le coup, a été très, très habitué à travailler avec des devs et à avoir ce genre de réflexe, et avait déjà monté une boîte avant. Donc, on avait quand même ce niveau d'expertise-là. Après, moi, je trouve que c'est toujours l'in-between entre ne pas attendre de savoir exactement ce qu'on veut faire, parce que déjà, en fait, et puis c'est faux de savoir exactement ce qu'on veut faire. Quand on monte une boîte, tous les jours, on a des nouvelles idées, on change, etc. Donc, réussir à vendre exactement ce qu'on veut faire à quelqu'un de tech, c'est faux. Enfin, on est toujours en train de construire une histoire. Et en même temps, donc ne pas attendre trop tard, mais en même temps, ne pas recruter trop tôt à un moment où on est complètement indécis. Moi, je me souviens au début, justement, on se disait, est-ce qu'on va recruter quelqu'un directement? Et en fait, finalement, on a travaillé avec un dev plutôt freelance, ça lui allait de travailler comme ça, parce qu'on ne savait pas encore, on a construit des bases, mais vraiment très, très basiques. Et donc, on a attendu un petit peu. Et en fait, le moment où on s'est dit, là, il faut, c'est quand on a confirmé grande ligne vers où on voulait aller en termes de SaaS. On ne savait pas les fonctionnalités, on ne savait pas dans quel ordre. Et justement, c'est ça ce qu'on attendait de la personne qu'on voulait recruter, c'était aide-nous, challenge-nous et construis avec nous, et pas justement qu'on ait, nous, une roadmap très claire et qu'on dise juste fait. Ça, c'était pas intéressant. C'était vraiment co-construire ensemble. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a pu le faire. Et en termes de timing aussi, parce que je pense que ça, c'est important. Pour être sexy sur le marché, il faut aussi montrer qu'on est une boîte qui donne envie.
Donc, il faut avoir une mission claire, une équipe claire, avoir levé des fonds. Je pense que ça aide aussi. Ça nous aide, nous, déjà à rémunérer les gens, mais ça aide aussi la personne qui va nous rejoindre de se dire « Ah ouais, cette boîte, ok, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il y a des gens qui mettent de l'argent. » Donc, voilà. Donc, il y a aussi une question de timing investisseur, je pense, qui est importante à avoir. Trop bien. Et du coup, vous avez attaqué ça avec un recrutement de founding engineer. Voilà. C'est un rôle vraiment intéressant parce que c'est un rôle en fait très multifacette. Tu pourras nous en parler un petit peu, je pense, Rémi, mais pourquoi avoir choisi du coup le Founding Edge? C'est parce que vous aviez du coup cette vision, vous saviez comment l'attaquer, vous aviez besoin d'avoir quelqu'un en face qui avait la capacité à le construire. Ouais, complètement. En fait, on avait un peu par nous-mêmes parlé à quelques techs, voilà. Et puis, on se rendait compte qu'on avait du mal à structurer exactement le profil dont on avait besoin et surtout, je pense, structurer l'histoire qu'on voulait raconter. Et c'est là que justement, on t'a croisé avec The Product Crew et que là, notre histoire a pris une dimension différente parce qu'on a beaucoup plus accéléré grâce à vous. Et en fait, Founding Edge, oui, c'était vraiment ça, c'était l'idée. Et je pense que, je laisserai Rémi répondre parce qu'il répondra beaucoup mieux que moi. Moi, j'ai toujours les interactions qu'on a eues au début, c'était comment est-ce que tu vois notre trajectoire, qu'est-ce que tu imagines pour Zenior, comment est-ce que tu nous vois, quelle route tu nous vois prendre, et pas avec évidemment quelques guidelines, mais je pense que tu as autant construit que nous, Rémi, la route qu'on est en train de prendre. Ce qui est fou, c'est que c'est un rôle aussi bien stratégique que très, très opérationnel. Comment tu l'expliques ton rôle, Rémi? C'est la première fois que tu es founding edge, je crois, dans une boîte. Tu as eu d'autres rôles, tu as été head of engineers, tu as été full stack. C'est quoi la différence et quelle est la responsabilité que tu endosses du coup chez Zenior depuis le début sur ce rôle? Je pense que sur des rôles de founding edge, c'est vraiment ce côté, comme tu dis, en fait, de l'opérationnel à l'exécutif quasiment. C'est vraiment tout le spectre de ce qu'un ingénieur peut être globalement sur une startup, d'être capable d'avoir une vision long terme stratégique, déjà la vision, la stratégie, ensuite l'implémentation, de réussir à avoir tous ces socles-là et en plus de continuer à être capable de délivrer. Hein. C'est bête, mais sur un rôle de founding edge, c'est cool de savoir manager, c'est cool de savoir faire plein de choses, mais à la fin de la journée, si tu es le seul ingénieur, c'est à toi de développer les choses. Donc, il faut encore être capable de le faire. Moi, je sais que sur tous mes rôles, même quand j'étais manager, engineering manager, ainsi de suite, j'ai gardé un côté individual contributor. J'ai gardé les mains dans le cambouis parce que pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Donc, c'est pour ça que la transition n'a pas été spécialement difficile quand il a fallu là repartir dedans, je trouve, avec grand plaisir. Mais je pense que ouais, c'est vachement important en tant que founding engineer d'être capable d'avoir ce product sense, cette vision business, de comprendre ce qu'on fait, d'être passionné par ça aussi. On en parlait juste avant, mais la curiosité, la passion, pour moi, c'est l'un des drivers numéro un. Si tu viens en espérant que tu vas avoir des tâches bien spec, tout est carré, tu vas prendre ta tâche, exécuter, faire ton code, c'est terminé. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est impossible que ça se passe comme ça en early stage. Et je trouve ça intéressant au final parce que à partir du moment où tu veux construire un produit de tech, ne pas avoir quelqu'un qui comprend la tech dans les décisions, globalement, pour moi, ça ne fonctionne pas. Tu pars dans un mur dès le départ parce que tu te bases sur des approximations, tu te bases sur des « je pense que », mais derrière, le tech, potentiellement, certains ingénieurs vont juste exécuter, mais vont exécuter une vision qui est biaisée, qui ne prend pas en compte la réalité de la technique. Et du coup, c'est cool. Tu as une roadmap, hein, tu fais des choses et tu vas mettre 6 mois pour faire un truc pour faire une feature qui potentiellement ne fait pas de sens, pour faire une feature qui n'apporte pas l'impact ou qui ne fait pas sens dans on va dire, l'ordre technique qui ferait sens. Il y a des blocs, je le vois très comme un Lego globalement, construire une stack technique, construire des features. Tu peux construire un Lego qui est un peu de biais des fois parce que tu dois signer un client, tu dois accélérer, tu vas le faire. C'est un peu ce qu'on va appeler de la dette technique, voire de la dette roadmap. Mais dans l'idée, le mieux, c'est de réussir à construire les blocs pour que chaque bloc se place logiquement, indépendamment et apporte de la valeur directement, le côté MVP first. Donc ouais, je pense que c'est ça qui est vachement important
quand tu rejoins en tant que founding engineer. À fond. Et tu touches aussi à un point intéressant, c'est que, et c'est le cas pour un founding engineer, c'est le cas aussi pour un founding designer, tu vas jeter énormément de ton taf à la poubelle parce que tu vas itérer, reconstruire, et c'est pas un élément anodin. Il faut des personnalités qui ont la capacité à jeter leur taf de plusieurs jours et à recommencer à zéro avec zéro ego et zéro à pas trop regarder en arrière et s'accrocher à ce qu'on a construit, parce que c'est early stage, t'es parfois en recherche de product market fit, t'as pas encore trouvé, c'est scrappy. C'est quoi les traits de personnalité peut-être qu'il faut avoir que vous recherchez, peut-être aussi Eugénie du coup et Alix, mais toi Eugénie, comment est-ce que tu as un peu dérisqué ça en te disant peut-être le profil, faut qu'il accepte que c'est early, et donc quels sont les soft skills que tu as recherchés chez ce profil Ouais, les soft skills étaient hyper importantes. Je sais pas si c'est parce que j'ai un biais particulier là-dessus mais je pense lié à l'histoire de la boîte. Nous, c'est un peu différent. En fait, on n'est pas une boîte early puisqu'on existe depuis plusieurs années, on est rentable, mais je vois les choses et je vois les prochaines années comme un petit peu comme si j'étais à nouveau au début de quelque chose, ou en tout cas on a cette ambition-là. Donc en soi, techniquement, j'aurais pu aussi partir sur quelqu'un qui reprend l'existant. Voilà, il y avait une équipe avant qui a passé la main, on reprend, on règle un petit peu peut-être une sorte de dette, et puis ça tourne en fait. On a un produit qui tourne, on intègre 2-3 features sympas parce que les élèves disent qu'ils, je sais pas quoi, ils veulent une messagerie interne. Enfin voilà, et c'est cool. Et en fait notre boîte tourne, mais je pense que j'ai plus d'ambition que ça pour le projet et même par intérêt pour tout ce qui est en train de se passer dans la tech et dans la tech appliquée à la formation. Et du coup, je suis chercher quelqu'un qui est prêt à se mettre un petit peu dans ça. Et je rejoins énormément Alix quand tu disais on va écrire ensemble les choses. Et Rémi aussi, je ne l'avais pas formulé comme ça, c'est-à-dire le côté s'il n'y a pas de tech dans la boucle, on peut avoir des biais. Mais c'est vrai que les deux sont vrais, c'est-à-dire en fait, en fonction de qui était dit et qui est la personne que je recrute, je peux avoir une boîte qui continue à très bien tourner, où l'innovation vient peut-être plus de la pédagogie, de la manière dont on fait du marketing, je sais pas, de nouvelles écoles. C'est super aussi, et d'ailleurs, on est aussi là-dessus. Mais je voulais laisser cet espace aussi à la personne que j'ai recrutée, de dire, tu peux aussi te saisir du sujet, tu peux aussi, par ta compréhension de notre métier, par la veille que tu fais sur les innovations, par les discussions qu'on va avoir, etc., il y a de l'espace pour toi de proposer des choses et que peut-être même notre produit et notre proposition de valeur shift avec la tech en fait. Et j'ai un peu cette chance, disons, et j'en ai conscience d'avoir avec cette entreprise le choix entre les deux, et j'ai l'envie de laisser cet espace-là à la personne. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question sur les soft skills, du coup, en sous-titre. Ouais, carrément, et tu touches un peu au sujet d'après, qui est une fois que tu as identifié ton besoin, et que tu t'attaques du coup à la recherche de profils qui vont correspondre. Et on sait que c'est compliqué de trouver des seniors qui ont, tu le disais au début, mouton à 5 pattes. Comment est-ce qu'on pitch Alix, vas-y, lance-toi. Comment tu crées à partir d'effectivement une vision, mais pas encore une chose qui est existante, un truc qui va embarquer des top profils comme Rémi ou Teddy et leur faire se dire ok, cette boîte-là, c'est pas la boîte de cet autre founder de Station F qui me veut aussi, ou ok, certes, je veux partir sur l'early stage, mais comment tu bâtis une vision et un pitch qui casse tout pour les talents. Et après, on va vous entendre Rémi et Teddy sur comment ils ont reçu ça. Je rajoute juste deux soft skills que j'aurais bien ajouté sur la recherche et qui me semblent super importantes. C'est moi, ce que je recherchais aussi, c'était la capacité de veille d'innovation de la personne. Enfin, c'est tellement un monde qui bouge en permanence que justement quelqu'un qui est tout le temps en train de rechercher les nouveaux tools, de remettre en question l'outil qu'il utilisait avant et comment est-ce qu'il va pouvoir justement avoir de l'avance et utiliser les nouveaux outils. Il y avait ça. Et l'autre aussi, qui est hyper difficile à demander à des devs et des techs, enfin, j'en suis consciente, mais bon, c'est quand même quelque chose que je recherchais, c'était d'être OK, de faire des trucs pas terribles. C'est OK. Et de ne pas passer trop de temps à vouloir faire le produit parfait, parce que de toute façon, construire un produit parfait qui ne va pas être utilisé, ça ne sert à rien, on aura juste perdu du temps.
Et donc, avoir cette vélocité et accepter justement de livrer un truc qui est OK, ça fonctionne et on verra plus tard. Et ben ça, et c'est pas donné de trouver quelqu'un qui a cette soft skills-là. Donc voilà, sur les soft skills. Ensuite, comment est-ce qu'on vend comment est-ce que moi je vendais quelque chose et que j'embarquais? Alors, je pense que déjà, c'est très personnel. Moi, je suis intimement convaincue et c'est notre objectif qu'on va construire une boîte merveilleuse avec un impact que je trouve génial. On avait la chance aussi d'être... on est dans un secteur, c'est la silver economy, c'est le nom de notre secteur, ou le secteur des vieux, si on veut. C'est un secteur où il y a peu de boîtes tech pour le moment, donc on a de la place. Et justement, en fait, je pense que c'était un avantage parce qu'il y a de la place, il y a complètement quelque chose à faire, mais c'était aussi un inconvénient parce qu'il faut que la personne soit sensible à la cause. Je pense pas qu'on puisse faire une innovation nous, on a nos bureaux en EHPAD, donc déjà, une fois qu'on s'est dit ça, il faut aussi l'accepter avec un Wi-Fi qui est pas terrible. Donc voilà, je peux comprendre aussi que ça crée des freins. Pour autant, si on aime la mission et que on voit justement le pain qu'on est en train d'adresser, la route, c'est une autoroute pour moi qu'on peut tracer. Et donc, à partir du moment où la personne capte ça et nous suivait dans cette aspiration-là, je pense que ça donne envie, justement, parce qu'on se dit qu'on a plein de choses à faire. Mais Rémi, je te laisse dire comment tu as reçu le truc. Oui, carrément. Comment tu t'es laissé entraîner dans Zenior? Qu'est-ce qui a tout changé par rapport à d'autres projets? Ce qui est drôle, c'est que déjà, de base, je suis parti forcément avec un a priori négatif. Parce que quand tu m'as contacté à la base, tu me dis « Alors, il y a une boîte, c'est pour les vieux. » Forcément, quand tu viens du monde de la tech, qui est tristement très jeune, très, très novateur, c'est pas forcément le secteur vers lequel je me serais tourné tout de suite. Et rapidement, déjà, toi, avec ce que tu as pu me partager, Mathias, ensuite, quand j'ai rencontré l'équipe, assez rapidement, je me suis rendu compte déjà de la chance de ce domaine qui est un domaine où tout reste à faire. En fait, la silver economy vit dans le passé de fou. Il y a tellement de choses possibles à construire. Il y a tellement d'innovations qui existent dans d'autres secteurs qui n'ont pas encore été apportées dans le secteur de la silver. Et ça, déjà, pour moi, c'est un truc vachement excitant parce que c'est en mode... le gap est tellement immense que chaque innovation, chaque feature qu'on va réussir à apporter, ça va faire monter tout l'écosystème en avant, faire un grand bond en avant. Après, non, ce qui m'a convaincu, il y a deux aspects. Il y a l'aspect commun, on va dire, la mission de la boîte, tout ça. Et après, il y a l'aspect plus personnel. Qu'est-ce que moi, j'y gagne à être là? Sur l'aspect mission, forcément, de rencontrer l'équipe, de voir à quel point ils sont passionnés par la cause, à quel point... Et la mission est belle, en fait. C'est ça le truc, c'est que moi, je suis quelqu'un je suis très passionné. J'ai besoin d'être passionné pour travailler globalement. Assez rapidement, j'ai compris les pain points et je ne l'ai pas vécu directement parce que c'est plus, je pense, mes parents qui l'ont vécu avec ma grand-mère. Mais j'ai pu tout de suite voir le pain point, j'ai pu sentir à quel point la mission était importante et aussi qui est une mission de bien collectif. En fait, Zenior, c'est ça qui est incroyable, c'est que autant tu as ce côté mission qui apporte du bien à l'humanité et en même temps un business plan qui fait sens. Donc, tu es capable de monter une boîte qui fait sens, qui peut être rentable et qui peut grossir, mais avec une mission humanitaire. Et ça, c'est très rare. C'est souvent, tu fais le choix entre l'un ou l'autre. Réussir à avoir les deux, c'est super rare. Donc non, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et après, point de vue personnel, c'est quelles sont les ambitions de la boîte, quelles sont là où moi je pourrais apporter en fait. Qu'est-ce que moi je pourrais apporter et quelle place j'aurai dans cette boîte qui grossit. Et je pense que c'est de réussir en tant que founder de pas survendre, de pas promettre des choses qui n'arriveront jamais. Parce qu'au final, même si tu arrives à recruter, 6 mois plus tard, tu te sépares de la personne ou la personne part parce qu'au final, c'est pas aligné. Et je pense que Zenior, ils ont vraiment réussi à être carrés là-dessus sur globalement tout ce qui a été vendu. Il n'y avait pas de bullshit, c'était assez ISO avec la réalité de... Maintenant, ça fait 6 mois que j'y suis. 6 mois plus tard, la réalité de ce que c'est à l'intérieur. Donc je pense que ça va peut-être investir effectivement la réalité pour faire un quick win recrutement et en fait ça te coûte cher au bout de 6 mois. Ça c'est clé, c'est toi, tellement important. Ouais, pardon. Comment tu as vendu le projet à Teddy? Alors raconte-nous.
C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Enfin, je pense que j'ai un peu répondu en avance à la question quand tu parlais des soft skills, mais sur le côté, la place que j'ai envie de donner, la vision que j'ai pour Myria, la culture aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est quand même... ça fait bateau, start-up, machin, mais en fait, non, c'est tellement... voilà, quand c'est mal fait, en fait, on en souffre. Donc, Comment voilà. t'as bâti et véhiculé une culture justement qui soit pas un peu un copier-coller du baby-foot startup et ce genre de truc pour aller dans le cliché Proscrivant le direct. baby-foot, parce que j'aime pas ça. Non, je plaisante. Comment on l'a fait? Déjà, je me suis entourée, comme pour vous, pour le recrutement. Je me suis entourée pour la partie culture d'un consultant qui s'y connaît pas mal, qui accompagne des jeunes boîtes dans la définition un peu de leur mission, de leur why, etc. Donc, ces concepts, pareil, des concepts galvaudés, mais en fait, pareil, quand c'est bien fait, ça résonne très fort. Et comme on avait un peu un enjeu de transition, de recréation, de beaucoup de recrutement en très peu de temps, je sentais voilà, à la fois l'opportunité et la menace que ça pouvait créer pour la cohésion et le move général dans la même direction. Et donc, on a fait un séminaire un peu fondateur quand une bonne partie des nouvelles personnes sont arrivées, voilà, avec des ateliers un peu cadrés, mais où chacun pouvait s'exprimer, partir de ses propres valeurs. Bon, je ne vais pas y passer trop de temps parce qu'on dévie un peu, mais voilà, intéressant de faire le tour, que chacun dans l'équipe se dise c'est quoi mes valeurs personnelles dans le travail ou pas, et qu'ensuite le tout soit une conjonction de tout ça, pour qu'ensuite, quand on recrute quelqu'un comme Teddy, parce qu'il est arrivé un petit peu après que ce travail-là a été fait, mais pouvoir dire, voilà, en fait, à travers ces valeurs ou ces phrases un peu qu'on a définies, et puis c'est pas que des mots, en fait, c'est des exemples, des cas, des pratiques qu'on fait ou qu'on proscrit dans la boîte, et accepter d'être clivant. Je pense que c'est important, accepter de dire, voilà, en fait, c'est pas un jugement de valeur. Voilà, il y a des boîtes, par exemple, elles sont remote first, et on vient et tout est écrit, et on fait pas de small talk au début des réunions, et on est très efficace. Et l'avantage, c'est que du coup, le soir à 17h30, on peut aller récupérer nos enfants à la crèche, et voilà, et c'est efficace, et c'est bien pour le work-life balance. Et nous, à l'inverse, on est peut-être une culture où il y a un peu plus de small talk, de temps passé à se parler, du coup accepter de perdre du temps, mais pour en gagner. Enfin, c'est un exemple qui me vient en tête, mais... Toi, Teddy, c'est quoi du coup qui a retenu ton attention dans tout ce qui a bâti un peu Eugénie sur le pitch, la culture à quel moment tu t'es dit c'est ça que je veux? Mais rien de tout ça. Ouais, c'est clair. Le baby-foot. Je me suis donné un mal de dingue pour qu'en fait... Pardon, je t'ai dit. C'est plus un ensemble, et le projet en soi qui me plaisait, parce que c'est beaucoup des gens qui sont en reconversion professionnelle pour aller, j'imagine, de quelque chose qu'ils aiment pas trop vers quelque chose qu'ils aiment beaucoup. Et après, ouais, c'était beaucoup un ensemble, en fait. Le projet en lui-même, l'équipe que j'avais rencontrée pendant une demi-heure ou une heure, je m'en rappelle plus, qui me semblait cool. Et puis effectivement, la discussion qu'on avait eue ensemble sur le toit de là où on travaille. Je me rappelle plus comment il s'appelle, mais ouais, c'était vraiment un ensemble. Et baby-foot, c'est pas ouf, mais un rooftop, quand même, ça fait quand même la diff. Voilà, un rooftop, c'est le mot que je cherchais. Et quand je veux vraiment sécuriser un candidat, je l'emmène sur le toit et t'inquiète. Comme sur Paris, Tour Eiffel. Exactement. Regarde la vision. Regarde tes visios, tu vas pas voir le vieux. Alors que nous, en EHPAD, c'est plus compliqué de rester à fond. Là, on a les deux yin et yang. Mais vous incarnez, c'est ce que... Il y a de l'incarnation, c'est tout à l'heure en disant, il y a des parties pris fort, quoi. Et au moins, t'es sûr que... En tout cas, ce qui ressort vachement... J'ai senti dans les discussions avec l'équipe et avec Eugénie que ce qu'on m'avait dit avant, ce qui avait été écrit sur les fiches de poste, etc., c'était vrai, en fait. Ah là, ouais, la logique, la cohérence, un peu comme ce que tu dis, Rémi, avant, de ne pas surpromettre, que tu retrouves effectivement la réalité sur le terrain. J'ai l'impression que dans ce que vous remontez tous les deux, en tout cas, il y a effectivement cette idée de cohérence. Il y a aussi une ambition qui soit saine sur la partie business, et c'est quand même le sentiment d'avoir de l'impact sur le monde, quoi. Changer le monde en bien si possible. Et puis l'équipe, le fit, sentir que tu vas bosser aussi avec des gens qui sont brillants, ça c'est un truc que les profils vraiment recherchés ont tous en commun, de vouloir bosser avec des gens qui ont de l'ambition pour eux-mêmes et pour le projet, et du coup d'être pris quand même
une fusion intellectuelle qui crée des étincelles, quoi. Donc, Je l'espère, ouais, je pense, je ne pas parler sur le nom de Zénior, mais en tout cas, moi, c'est ce qui se dégage quand vous parlez tous les deux. Mais ouais, c'est ce qu'on a envie de transmettre, quoi. Et sur le côté vraiment pas surpromettre, je trouve que quand tu cherches quelqu'un avec un certain degré de responsabilité, ça commence par là, c'est-à-dire lui dire quand elle te dit c'est quoi, moi je sais que beaucoup ont demandé c'est quoi la roadmap des prochaines features à 6 mois, 1 an. Et en fait, limite, je forçais un peu le trait en disant il n'y en a pas. Voilà, évidemment, je nuançais après, mais en fait, il y en a une. Évidemment qu'il y en a une, mais justement, ton input va être déterminant. Et à la fois, il y a une vision, il y a des choses sur lesquelles je ne veux pas transiger. Et il y en a sur lesquelles je vais être extrêmement flexible parce que ce sera d'autant plus intéressant. Et en fait, quand tu mets quelqu'un un peu. Comment? Ouais, ça me permettait de comprendre qu'on savait, grosso modo, qu'on avait une direction, mais qu'il n'y avait pas non plus tout qui était figé semaine par semaine. Et c'est plutôt quelque chose je voyais bien, moi, que ça allait être fait en bonne intelligence et avec un esprit d'équipe qui a toujours été ce que je recherche, moi, dans une entreprise. Trop bien. Alors, parlons process un petit peu. Pardon, le mot de la fin, mais voilà, faut pas avoir peur. Parfois, on a peut-être un peu envie de plaire à un candidat. Ok, j'ai un candidat super, il a l'air d'avoir envie d'une roadmap, donc je vais lui répondre ça. Et en fait, juste rentrer dedans et dire, non, il n'y en a pas d'ailleurs. Pour quoi, toi? Est-ce que tu disais, Alix, tout à l'heure, comment tu vois notre développement, de ce que tu as compris de ce que je t'ai dit? Comment tu te projettes? Et en fait, si vous cherchez quelqu'un de responsabilité, mettez-le dès les entretiens en responsabilité, quoi. À fond. Ouais, tout à fait. Et là, tu parles vraiment du process et comment est-ce que toi, d'un côté, tu évalues et de l'autre côté, tu vends le poste et tu donnes envie à la personne de le rejoindre en même temps. Ça va de pair, en fait. De toute façon, on est là pour se choisir mutuellement. Donc, je trouve que survendre pour ensuite que ça s'arrête parce que la personne est déçue, super, tu as eu quelqu'un de Top Gun pendant 6 mois et ensuite tu recommences à zéro, ce qui est le truc le plus horrible qui puisse arriver à une entreprise. Complètement, ouais, surtout sur la partie tech. Ouais, donc voilà, autant que ce soit clair dès le début, quoi. Toi, Alix, sur l'évaluation, c'était comment? Tu peux nous dire un petit peu? Et je pense que ce qui est intéressant avec ta posture CEO, c'est de nous donner aussi une vision en dehors des métiers tech, plus globalement, comment est-ce que vous avez structuré des process early stage qui vous permettent de recruter des profils qui correspondent vraiment à votre besoin chez Zénior? Ouais. Déjà, on s'est d'abord, entre associés, on s'est tous mis d'accord sur quel profil nous semblait clé pour avancer et à quelle échéance. Ensuite, chacun, en fonction de nos profils, a pris la responsabilité d'un recrutement versus l'autre. Enfin, Rodolphe était peut-être un peu plus en lead sur tout ce qui est founding edge ou UX designer. Moi, je vais être plus en lead sur tout ce qui était marketing commercial, etc. Enfin, voilà, on se répartissait comme ça. Et donc, il y avait toujours un premier échange de la personne qui a plus l'appétence ou plus la compréhension peut-être de l'expertise recherchée. Et ensuite, systématiquement, des échanges avec les autres associés pour tester. Pas forcément, moi je suis incapable de tester la technique, mais plus le côté justement réactivité, fit, curiosité. Moi je suis complètement d'accord, si la personne pose 0 question, c'est ciao. Voilà, on le sent assez rapidement généralement. Et ensuite, plus des entretiens à plusieurs à nouveau pour se dire ok, est-ce que et permettre aussi, parce que moi j'ai bien aimé ce que tu dis, c'est on se choisit, c'est pas juste nous qui disons oui ou non, c'est Rémi qui dit aussi j'ai envie de les rejoindre ou pas. Et donc voilà, on essaie de se plaire sans se mentir dans les deux sens. Pour la partie technique aussi, nous ça c'était important. On a un de nos advisors qui est tech, qui est CTO dans une autre boîte et qui du coup faisait passer aussi des entretiens plus techniques. Donc c'est un peu notre garant de la partie tech, que nous on n'avait pas chez nous. Donc ça on l'a outsourcé entre guillemets avec quelqu'un de confiance sur ce profil en particulier. Et c'est hyper intéressant parce que Jenny aussi, tu disais que tu t'es fait accompagner justement sur la partie tech et là on touche à effectivement l'évaluation technique. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose toi de ton côté, Jenny, ou je veux bien avoir un avis aussi de Rémi et Teddy sur ça, effectivement, l'évaluation technique, mais externalisée quand il n'y a pas forcément de capacité en interne à vraiment aller deep dans la technique. Qu'est-ce que vous en pensez? Indispensable et difficile. C'est comment tu trouves quelqu'un
en qui tu as confiance, c'est-à-dire que l'évaluateur, tu dois déjà avoir confiance en ses compétences, mais du coup, c'est un peu ça qui se mord la queue, c'est comment tu es sûr que le consultant ou la personne ou le mentor que tu prends pour évaluer ton candidat, voilà, il n'y a pas déjà des biais. Donc, ouais, beaucoup parlé. Et en plus, moi, j'ai connu ça, mais en fait, un petit peu comme Félix décrit, comme j'ai dû recruter très rapidement beaucoup de fonctions transverses, donc sur beaucoup de métiers différents. Ça a été le cas pour la tech, mais ça a été le cas pour le market, ça a été le cas pour les sales, ça a été le cas pour la finance. Et en fait, ce qui m'a aidé, c'est de moi-même me faire aussi un peu une religion sans prétendre devenir experte. Et clairement, les évaluations techniques de Teddy, moi, je comprenais rien à ce qu'il se disait. Mais au moins parler à plein de gens, et côté tech ou métier de façon générale, et côté recrutement non tech, non métier comme moi. Et avoir un peu un faisceau d'indices, parce qu'en plus, tout le monde va te dire des choses un peu différentes en fonction de ses points de vue, sa boîte, etc. Mais donc, à force, en fait, de prendre des cafés avec des gens à droite à gauche, lire un peu, voilà, écouter des webinars ou lire des newsletters sur les métiers, voilà, essayer un peu au moins de déceler quelques mots-clés qu'il faut entendre ou repérer éventuellement des no-go. C'est un vrai point, ça, ouais, la culturation tech en tant que founder, CEO. Tu peux pas, même à terme, avoir des conversations avec ton équipe si tu n'as pas un niveau d'abstraction minimal là-dessus. Ouais, c'est ça, juste au moins des mots-clés, en fait, de choses. Et à l'inverse, voilà, des marqueurs de, OK, si la personne réagit de cette manière ou répond de cette manière. Mais bon, je rejoins Alix, en fait, au final, ma valeur ajoutée dans les entretiens avec Teddy portait surtout sur des soft skills ou des manières de travailler, des méthodes, mais aussi de structuration d'esprit, en fait. Même quand on n'est pas tech, on voit quand quelqu'un est un peu structuré, pose les bonnes questions, la façon dont elle approche les problèmes, ce qu'elle dit aussi de l'organisation de son équipe, etc. Mais effectivement, avoir un consultant ou quelqu'un d'un peu métier en qui tu as confiance et voilà, te le faire recommander. Je ne sais pas vraiment, je sais pas si j'ai craqué le truc, mais en tout cas... voilà, se faire recommander quelqu'un ou quelqu'un à qui tu as pu bosser par le passé, qui a fait une mission pour toi, qui connaît bien ta boîte. Du coup, tu dis, bon, bah. Et qui saura aussi avoir l'humilité de te dire si elle sait pas un truc ou si. Voilà, quoi. Toi, Rémi, t'en penses quoi justement de l'aide extérieure sur. Du coup, tu l'as vécu avec l'advisor de Zenior? Non, c'est bien de se faire accompagner, je trouve. La problématique, c'est que beaucoup d'advisors sont bullshit. Donc, réussir à trouver les bons, c'est compliqué. Zenior a la chance que le CTO qui les a aidés est vraiment cool. C'est un bon gars qui comprend, qui est vraiment CTO dans une boîte et qui au day-to-day connaît le métier sur une boîte qui a scalé un petit peu plus, mais qui comprend un peu ça. Donc, même son entretien technique, au final, a été assez... logique, il y a pas eu, ça n'a pas été un entretien bête et méchant de lead code vas-y, fais-moi une liste chaînée, inverse-la. Non, c'était vraiment très logique et très business oriented. Et malgré la discussion, on a eu des points de vue divergents sur certains points. Volontairement, de mon côté, j'ai pas. Je pense que c'est aussi important en tant que candidat de ne pas essayer de juste apporter ce que la personne veut entendre. Ça fonctionne avec deux sens en fait, parce que quand tu as fait, j'ai dû faire 50-100 entretiens dans ma vie, faire passer 50-100 entretiens dans ma vie, tu sais à peu près en tant qu'intervieweur ce que la personne cherche en fait. Et c'est trop facile de prendre le raccourci et de lui apporter ça. Sauf que forcément, on en revient au même point, c'est que ça va matcher sur l'instant T, mais dans 6 mois, ça peut être problématique. Donc il y a aussi ce côté être sûr qu'il y a un vrai matching en restant toi-même. Et là, pendant les entretiens que j'ai eu avec lui, il y a des points où je lui ai dit, écoute, moi, de mon point de vue, voilà, là, je suis en désaccord, mais c'est OK parce que chacun a sa vision. Et il y a toute une question de contexte aussi qui est très différente. En fait, il n'y a pas de réponse absolue dans le monde des startups et de la tech. Chaque chose est très contextualisée, chaque solution est très contextualisée. Donc non, je pense que l'aide externe aide. Et après, sans s'arrêter juste aux advisors, les recommandations aussi, de pouvoir appeler des personnes avec qui le candidat a travaillé. Moi, je sais que de mémoire, Rodolphe avait discuté avec le CPO de chez Partout, par exemple, Savinien. C'est ce genre de choses qui apportent forcément de la valeur. Et après, il y a forcément, même si j'aime pas trop recommander de faire ça,
il y a le bagage, le passif de la personne, les anciennes expériences qui peuvent apporter de l'info. Alan, par exemple, a un process de recrutement qui est ultra intense. À partir du moment où quelqu'un arrive à passer et être recruté chez Alan, globalement, tu sais que tu n'as pas forcément besoin de le tester techniquement. En toute théorie, ça va, il va se débrouiller. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a aidé dans mon cas et dans le cas de Senior, c'est que tu avais un peu ces 3 éléments qui s'alignaient et qui ont tous pointé dans la même direction c'est un match globalement. Et d'un point de vue vraiment mesure de l'impact, je suis assez chaud d'avoir votre avis sur ok, c'est génial, vous avez reçu le recrutement, vous avez partagé beaucoup de conseils, se faire aider, travailler vraiment le pitch, la culture, le fit. Il y a après tout le sujet de l'intégration et de mesure de la performance. Qui veut se lancer pour partager un petit peu son ethos là-dessus Comment est-ce que, même quand on est founder non-tech, on suit la performance de ces recrutements tech les 6-12 premiers mois pour voir si on est bien on track? Moi, je peux commencer si vous voulez. Allez. Oui, s'il te plaît. Mais j'attends aussi ta réponse. Ouais, non, mais parce que à la fin, donc ce que je disais, on avait à peu près une idée de ce vers quoi on voulait aller. Après, quels sont les milestones, ça on savait pas. Pour moi, la priorité a été de rendre tangible justement des milestones, de d'écrire une roadmap avec qui soit cohérente avec les remontées terrain qu'on avait et ce qu'on voulait achieve en termes de revenus, en termes de développement. Donc déjà, ça, c'était le premier milestone sur lequel j'avais beaucoup d'attentes personnellement. Et ensuite, c'est comment tu tiens ta roadmap et comment est-ce que, parce qu'on sait très bien qu'il y a la roadmap et il y a toutes les demandes annexes qui arrivent tous les jours. Il y en a eu encore ce matin. Enfin, c'est permanent et je pense celle qui en demande le plus. Mais comment est-ce que du coup tu arrives à tenir ta roadmap, à manage expectations aussi, à pas dire oui à tout, mais pour autant quand même délivrer l'extra mile qui est attendu parce que bah voilà, on est en train de scaler, donc c'est ça l'objectif, il faut avancer. Et donc pour moi, c'est réussir à maintenir ce tempo et maintenir le delivery que tu t'es fixé, tout en restant, et c'est ça ce qui est compliqué, agile parce que oui, il y a la roadmap, mais en fait, on va aller un peu à droite, un peu à gauche et être OK avec ça. Carrément. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu veux réagir, Rémi? Non, je suis assez aligné là-dessus. Je pense que déjà, sur un recrutement de ce genre-là, aussi early, avec une équipe aussi petite, parce que quand j'ai rejoint officiellement, moi je suis le premier employé officiel, on avait un alternant, ainsi de suite. Sur une petite équipe comme ça, pour moi, dès le premier mois, tu es censé sentir que la personne est arrivée. Si tu es en mode, il n'y a pas grand-chose qui a changé, c'est problématique. Pour moi, l'impact doit arriver très vite. Et je pense que c'est de réussir à apporter de la clarté sur la technique et d'être ce traducteur au final, parce que être CTO et founding engineer, du coup, qui rentre un peu dans ce moule, c'est de réussir à rendre simple un monde qui est complexe, globalement. Le monde de la technique est assez complexe et c'est de réussir à traduire ça. Moi, je m'efforce à chaque fonctionnalité de réussir à expliquer aux équipes, qu'importe leur poste, on fait ça et on le fait comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'implémentation précis, mais globalement, voilà pourquoi ça c'est facile, voilà pourquoi ça c'est compliqué. Ouais. Et de réussir à traduire ça, parce que si j'en suis pas capable, c'est ma faute, c'est moi qui... Si je ne suis pas capable de traduire ça en langage normal, en langage non-tech, c'est que je n'ai pas bien compris la problématique pour commencer. Même s'il y a des sujets des fois très techniques, très de pointe, ça doit être possible de le traduire. Et c'est ça qui aide derrière à construire la roadmap aussi. Parce que c'est dire, là, il faut qu'on step back, qu'on fasse cette épique un peu plus technique, cette refonte technique par exemple, et de l'exprimer en langage naturel, pas juste on va passer de tel service à tel service, on va faire ouais, c'est cool, qu'est-ce que ça m'apporte, pourquoi on le fait? Et c'est de réussir à exprimer ça qui, pour moi, aide derrière à avoir une vraie roadmap qui fait sens entre besoins techniques et besoins fonctionnels, besoins client business. Ouais. Si je résume, sentir qu'il s'est passé quelque chose, ça a bougé, la personne est arrivée, la vision qui se clarifie avec des briques, un peu les briques du Lego qui commencent un peu à quand tu dézoomes, prendre sens et shipper des choses et commencer à itérer vraiment très fort. Il y a des... Eugénie, t'as dit, vous avez quelle approche sur ces 2 premiers mois justement? C'est hyper intéressant parce que le retour à chaud du début est encore frais. Ouais, je rejoins ce qui a été dit. Teddy, tu veux peut-être ajouter des choses, mais...
Moi, je rejoins ce qui a été dit, mais c'est vrai que nous, on est dans une situation un peu différente, dans le sens où on a plusieurs plateformes d'ailleurs à reprendre, techniquement parlant. Donc forcément, les enjeux sont différents sur les Et du premières legacy, semaines. tu veux dire? Ouais. Ouais, voilà, ça. Et Reprendre, elles existent en fait. Il y avait déjà un produit existant, une équipe qui a passé la main à Teddy. Et donc du coup, en c'est ça. fait, ça fait Donc, 2 mois qu'il est là, mais en réalité, ça fait 2 semaines qu'il est là parce que il y a Il y a une une phase transformation. d'onboarding et de c'est un transmission peu et ça, de ouais. Ça fait un mois que j'ai accès au repo Git pour les connaisseurs. Et voilà, il y a pas mal de complexité déjà en place, etc. Donc le temps de les comprendre, ça prend forcément plus de temps. Et pareil aussi, il y a la partie tech, mais il y a aussi la partie tout le reste de l'entreprise, toutes les procédures qui existent. Il faut aussi prendre du temps à discuter avec tout le monde pour les comprendre et voir sur eux, généralement ils le savent déjà, mais voir sur quels éléments on doit travailler en premier pour pas forcément améliorer la plateforme, mais améliorer la qualité de vie des collègues au quotidien, en leur facilitant certaines tâches. Donc nous, je pense que dans notre cas, on a plus une première partie qui va être un travail par sprint un petit peu, récupérer tous les quick wins qu'on peut et qui nous permettent en même temps de bien découvrir la plateforme et de bien la prendre en main. Et la partie vraiment un peu roadmap pure, elle viendra forcément un peu plus tard, quoi. Trop bien. Et pour Bah, compléter, je sais pas s'il reste le temps, mais ouais, pour compléter, parmi les choses qui sont importantes pour moi dans cet onboarding, cette arrivée, donc vraiment 100% d'accord avec ce qui a été dit, et la structuration de l'équipe et la collaboration avec, nous, du coup, on a mis en place 2 personnes faisant fonction de product owner dans l'organisation, moi et une personne qui est plutôt responsable de l'équipe métier. Je dis moi en premier, mais la personne dans l'équipe métier et moi. Donc, qui faisons ça. On a fait le choix de ne pas avoir quelqu'un full-time dédié à ça parce que justement, on veut que ce soit des gens très ancrés dans la strate de la boîte et dans l'opérationnel pour faire l'interface entre Teddy et les équipes. Et donc, ça veut dire, on a fait le travail de structurer quel est notre rôle, quelle est la structure du backlog, comment on rédige un bon ticket, comment durent nos sprints, quels sont nos rituels, nos cérémonies, qu'est-ce que les équipes peuvent ou ne peuvent pas demander à Teddy, etc. etc. Et moi, c'était important pour moi de voir, et c'était génial de voir que, voilà, justement, Teddy sortait de pure tech, était capable de penser en termes d'orga, d'efficacité, d'objectif final pour les utilisateurs, de quantification, enfin qu'en fait il pourrait être aussi bien le PO de la boîte et il l'est pas parce que je pense que c'est sain d'avoir quelqu'un d'autre. Le fameux product sense d'un dev, hyper important. Ouais, c'est ça, et qu'en fait du coup moi ça me rassure sur l'optimisation de son temps après, sa capacité à prioriser les choses par impact, à retoquer des tickets, même si c'est moi qui les amène et qui lui dit ça c'est prioritaire, en fait je sais qu'il n'hésitera pas à me dire non, c'est pas assez quantifié, c'est pas assez expliqué, et c'est cool quoi, c'est important. Super signaux pour effectivement valider un recrutement. C'est passé hyper vite, on est déjà au bout et je dois vous libérer. Il y en a qui ont des obligations. Dites-nous dans le chat si vous avez kiffé un peu cet échange. On va faire le mot de la fin. J'aime bien la question de Jean-François. Chacun retour, allez en 2 mots. Quand vous recrutez un profil tech pour une startup early stage ou votre vision en tant que dev, Teddy et Rémi, quel est l'élément déterminant pour votre choix? Alix, tu veux commencer? Je dirais curiosité, innovation et terrain, enfin opération, quoi. Allez, un trio, trop bien. Toi, Eugénie? Communication, ça a été dit, justement la valeur en tant que personne non tech que vous avez à être avec quelqu'un tech pour évaluer, mais en fait, il ne faut pas se dire je suis là juste pour faire genre parce que je suis le cofondeur et que du coup, il faut que je sois là. En fait, il y a une vraie valeur à se dire, OK, en fait, si je ne comprends pas ce que le candidat est en train de raconter, c'est peut-être pas moi le problème, en fait. Enfin, je suis censée, en tant que non-tech, comprendre ce qu'il dit. Si je veux quelqu'un d'un peu... ça rejoint ce que d'un disait certain Rémi niveau aussi, ou d'un certain potentiel. Je rebondis dessus parce que ça a été dit sur la fin. Vulgariser en gros la tech en langage non-tech. Exactement. Et que en tant que recruteur non-tech, finalement, on a quand même un intérêt, entre guillemets, dans ce process, en fait. Demain, cette personne-là travaillera essentiellement avec des gens comme nous. Donc, Toi, Teddy, du coup, c'est quoi ton avis là-dessus?
Moi, je dirais, en tant que premier profil tech, ce serait l'agilité le plus important, c'est-à-dire ne pas hésiter à faire du sale pour faire très 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 rapide et se dire on verra plus tard, parce qu'on sait même pas si ce sale-là va être utilisé, il se deviendra un problème plus tard. Et après, quand c'est pas forcément le premier profil tech, je dirais que c'est la curiosité. On a besoin de quelqu'un qui est capable de travailler tout seul sur une feature parce qu'il comprend à quoi elle va servir pour le client final. Carrément. Carrément. Bah, ça rejoint ce que tu disais, Alix, sur la curiosité hyper important. Et toi, Rémi? Ouais, c'est à peu près ça. Business sense, volonté d'avoir de l'impact globalement. Et de l'impact, quelqu'un qui est plus excité par l'impact sur la société de la boîte globalement et sur les chiffres que sur la tech en elle-même. C'est bien d'être passionné par la tech, C'est mais hyper important. de vraiment fêter les victoires, surtout au business, qui pour moi sont la finalité au final. C'est un vrai biais, ça, de vouloir faire joujou avec la tech. Plus que on a eu ça, Teddy, la semaine business. dernière, où on a fait un choix où Teddy était, son âme d'artiste était un petit peu déçu parce que ça va être moins de la R&D et stimulant peut-être intellectuellement pour lui. Il va moins créer les choses de zéro et plus s'appuyer sur un existant. Mais en termes de pragmatisme, de rapidité de déploiement, etc., et d'impact sur les utilisateurs, et il en est venu lui-même. J'ai pas eu besoin de le convaincre. Donc ça, c'était très appréciable. Et à la fois, je comprenais son point de vue, mais de lui-même, il a pris le... C'est le choix qui était mieux pour la boîte, entre guillemets. Ça va, Teddy? C'était une évidence, d'autant plus qu'on avait pris quand même le temps de regarder un peu toutes les options qu'on avait. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il n'y a aucun problème, quoi. Merci à tous. En tout cas, c'était riche en enseignements. J'espère que vous avez kiffé les recos et les retours. C'était du très concret. Je pense qu'on pourrait créer tout un playbook à partir de ce que vous avez partagé. C'est d'ailleurs peut-être un truc qu'on va faire. On vous enverra en tout cas le replay cet après-midi si vous voulez vous le remater. Et puis, merci à tous. Est-ce qu'il y a des endroits où vous suivre tout le monde sur LinkedIn ou d'autres liens, choses à balancer dans le chat avant de souhaiter notre page bon appétit tout le monde. Welcome, même si on n'a pas de post ouvert en ce moment, une fois n'est pas coutume, mais bon, ça arrive. Et puis après, notre activité, c'est Objectif CRPE. Donc voilà, si vous avez des amis qui veulent devenir prof, encouragez-les, c'est un beau métier. Voilà. Merci à tous. Et puis, Rémi l'a mis dans le chat aussi, je veux pas te laisser. Yes, c'est bon. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci à tous. Salut. Ciao. Bye bye.